Chers amis, je suis très heureux de vous recevoir sur le plateau de Cabo TV, mais qui est aussi le plateau où nous enregistrons, où nous diffusons les émissions de Réaction 19 Web TV. Avec moi aujourd'hui, Ricardo Mereo, qui est le coprésident de l'association Réaction 19. Merci d'être là. Merci Carlo, bonsoir. Avec moi, aujourd'hui, le grand journaliste, reporter pour l'Espagne sur les faits de France, Juan José. Hola, buenas tardes. Muchas gracias de estar aquí con nosotros por esta muy importante transmisión de televisiva. Et avec nous sur le plateau aussi, notre ami Walid, qui est devenu désormais le spécialiste, et il est le pont entre la réalité, c'est-à-dire, et l'irréel. L'irréel, c'est la Web TV, et la réalité, c'est celle qui est la vôtre. Les questions que vous allez poser, que vous allez poser sur Réaction 19 Web TV, non, on n'est pas en direct sur Réaction 19 Web TV, nous serons en streaming. Par contre, Cabo TV, c'est le direct, mais vous pouvez poser des questions sur Facebook, comme quand vous le faites en direct, quand je fais les directs. Là, on est sur un plateau télé, il y a une caméra qui filme l'écran, qui est le retour image, voilà, le retour image. Comme ça, on vous donne un tout petit peu le secret de la télévision. Nous avons un retour image, nous voyons ce qui se passe à la télévision. Le thème aujourd'hui, c'est « Touche pas mon masque ». Pourquoi « Touche pas mon masque » Je vais être très simple. Vous vous souvenez que les hommes politiques, je raconte rien parce que tout ça tourne en boucle quasiment sur les réseaux sociaux. Vous avez Sibeth Ndiaye qui était l'ancien porte-parole du gouvernement. Vous avez Monsieur Macron lui-même. Vous avez Olivier Véran, ministre de la Santé, chers amis, qui ont décanté qu'il n'était pas nécessaire de porter les masques, que les masques même pour les personnes qui étaient en bon état de santé étaient quelque chose de extrêmement dangereux, et que aujourd'hui, il y a cette sorte de, je dirais, pensée unique, j'utilise ce terme-là, parce que grosso modo, tout le monde est d'accord, alors que tout le monde était en désaccord, sur le fait qu'il faut porter les masques. Je rappellerai tout simplement que nous sommes en train de vivre quelque chose de proche de ce que nous avons vécu pour les tests. Là aussi, ils n'étaient pas utiles, après il le devient. On vit la même chose pour tout ce qui concerne cette sorte de pandémie ou épidémie du Covid-19, où on est prêt de raconter tout et raconter son contraire. Voilà la réalité. Or, je voudrais vous dire, dernier chiffre, pour être clair, sur la question de la mortalité, je rappellerai que pour les enfants de moins de 15 ans, il y a 0% de décès. 0%. Pour les gens de 15 à 44 ans, ça veut dire la plus grande partie de la population française, c'est 1% de décès. Et quand on dit 1% de décès, est-ce que c'est vraiment du Covid-19 ou est-ce que ce sont des personnes qui avaient d'autres maladies? Ce sont toutes les questions qui se posent. Alors, tout de suite, chers amis, qu'est-ce que ça vous fait penser, et je commence avec Juan José, que tu as cette vision un peu comparative entre la France, l'Italie, parce que tu connais aussi bien l'Italie, l'Espagne. Qu'est-ce que ça devait penser, ce comportement des politiques qui passent leur temps à nous donner des injonctions et qui vivent dans une contradiction permanente? Alors la première des choses, c'est que tous les politiques, qu'ils soient espagnols, italiens, français, belges ou anglais, ont une réaction par rapport à une réalité X à un moment donné. Et c'est vrai qu'au début de la pandémie, il n'y avait pas assez de masques donc dans les pays européens, et donc la logique pour un homme politique, je dis bien pour un homme politique, c'est de dire tout simplement: on n'a pas besoin d'utiliser les masques, parce que de toute façon, le contraire, ça aurait été reconnaître qu'on n'était pas préparé, reconnaître qu'on a en quelque sorte menti à la population qui va nous demander des comptes. Mais quelle est cette démocratie dans laquelle on peut dire tout et son contraire? Est-ce une démocratie? Est-ce que c'est la représentation populaire? Est-ce c'est pas tromper le peuple de dire tout et son contraire en fonction des besoins? Ce n'est que de la com. La démocratie, c'est le régime le moins pire de tous, disait en quelque sorte Churchill. Donc, vous voyez, c'est le moins pire, ce n'est pas le meilleur. Et c'est vrai que le concept de démocratie varie d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Mais c'est vrai que pour nous, Européens, ce qui s'est passé au début des pandémies avec les mensonges, parce que c'est des mensonges avérés, c'est quelque chose qui peut-être, je dis bien peut-être, va devoir passer facture, nous allons devoir faire payer en quelque sorte aux hommes politiques, parce que derrière ces premiers mensonges par rapport aux masques, par rapport aux tests, par rapport à toutes d'autres choses, le résultat a été, pour la France, au moins officiellement, 30 000 morts, 30 000 morts pour l'Espagne. Et encore, on peut toujours poser des questions. Parce que je dis,
Théoriquement. Les doutes. J'ai dit bien théoriquement. Ricardo, tu suis avec moi les questions parce que il est le coprésident de Réaction 19, association qui a été créée à partir du mois d'avril à la suite de un peu tous ces abus. Que penses-tu de ces contradictions des hommes politiques qui gèrent pas simplement la France, mais l'Italie, l'Espagne, parce que on trouve les mêmes contradictions partout. Quelle est ta position? Oui, je confirme un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que on vit depuis le début de contradictions. La raison de ces contradictions reste relativement mystérieuse, si on veut dire. On peut tout penser de la collusion, de la corruption, de... Attention à parler de certaine manière, parce que déjà, on nous traite de complotistes, alors que il suffit maintenant de critiquer... J'utilise les conditionnels, justement, après, par rapport à certaines données, on peut... Malheureusement, on est porté à penser plusieurs choses. C'est la précipitation. Sous la compétence, je crois pas, je ne veux pas y croire. Et de toute façon, la compétence ne justifie pas certains représentants qui ne devraient pas être incompétents, qu'ils ont tous les moyens pour s'informer, pour investiguer. Il y a les services secrets, il y a n'importe quel genre de moyens financiers pour se renseigner. Si on n'est pas capable, on s'en va, tout simplement. Donc la partie incompétence, et je sens des gens qui sont très bienveillants en disant oui, mais elle ne savait pas, on ne connaissait pas. Ça, ce n'est pas acceptable. Comment peut un ministre de la Santé, je pose la question... Ce n'est pas acceptable, cette explication. Là, il faut être rigoureux. Ricardo, je te pose une question très précise. Comment tu peux, en tant que citoyen, avoir confiance, et tu me dis oui, j'ai confiance ou pas confiance, d'un ministre qui te dit les masques ne sont pas nécessaires, il te le confirme, 2 mois après, il vient avec le culot qui est celui des hommes politiques, parce qu'en plus, c'est un médecin. Là, c'est pas un homme politique, c'est un médecin qui parle. Et il va dire maintenant, les masques, c'est la queue de voûte. Et en plus, dernière nouvelle, je vais livrer 40 millions de masques aux pauvres. Il y a une chose très intéressante. On va t'attendre, Ricardo. Vas-y. On va tout de suite... Tu peux y aller. Sur la crédibilité de ces gens-là... Parce que c'est lié quand même. Hein. Sur ces crédibilités... C'est totalement lié, je vais vous montrer ça. Sur la crédibilité, moi personnellement, je comprends pas. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi les gens permettent encore de la crédibilité, du crédit à ces gens-là. Et encore, je répète, il y a une attitude. Pourquoi la bienveillance? Pourquoi? Je ne comprends pas. C'est des gens qui sont à la tête de gouvernement. Donc, c'est l'élite. Il doit tout savoir. Je suis désolé. Il peut tout mettre en route pour savoir. Donc, déjà ça. Pour le 40 millions, c'est très intéressant parce que, justement, moi, je ne crois pas trop aux coïncidences. Beaucoup de coïncidences font de certitude, non, il n'y a pas de comme on disait. Non, il n'y a pas de Vas-y, donne article de Le Monde. Bon, vas-y. Déjà, Le Monde, donc... Oui. On sait par qui il est financé Le Monde, aussi. C'est... Je rappellerai que Bill Gates a quand même versé un peu d'argent au Monde, quelques millions d'euros, il tombait dans les caisses. C'est mécéniel, c'est LVMH. Bien sûr. Aussi comme Huffington Post. Tout à fait. Historiquement, c'était des infos un peu... C'était des infos intéressantes. Une époque peut-être. Le 8 juin, un titre 40 millions de masques made in France n'auraient pas trouvé preneur. Oui. Ouh là là. Très important. Excusez-moi un instant. Je veux répondre parce que quand on fait du Facebook direct, YouTube, nous ne sommes pas à la télé, on n'est pas sur BFM, on n'est pas sur LCI. Reprenons. Le 8 juin, le journal Le Monde, et c'est pourtant que Walid, s'il y a des questions, note-les parce que le débat doit être ouvert. Le 8 juin, on dit 40 millions de masques qui sont disponibles en trop. Gardez bien. N'aurait pas trouvé preneur. Ça veut dire qu'ils sont disponibles. Voilà, excusez-moi Oui, c'est plus subtil. N'aurait pas trouvé preneur. C'est peu jodé. L'Union des industriels textiles en France. Après quoi, je sais, tu vas t'exprimer parce que je sais que tu frémis. Vas-y, Ricardo. L'Union des industriels textiles en France dit que 40 millions de masques fabriqués par des fabricants textiles français n'auraient pas trouvé preneur. Donc, du coup, en synthèse, l'Union des industries textiles dit « mais ce serait bien à l'État de s'occuper de déstocker ces masques. » Pas mal. On passe, là, il y a l'article qui explique certaines choses intéressantes, des chiffres, on est monté à 50 000 unités par jour, à 3 millions, 4 millions... Voilà, et surtout, l'Union de textile dit, mais pourquoi pas incentiver nos masques à usage public qu'on peut réutiliser, ne sont pas comme les masques si dites chirurgicaux que nous importons de la Chine,
qui on ne sait pas comment ils sont produits. Hein. Bon, tout ça, c'est bien expliqué dans l'article de Le Monde, 8 juin. Et vas-y, pour compléter, parce que c'est un point très important. Je pense qu'il doit y avoir des questions. Je vois Walid qui sourit sur la moustache. C'est très sympathique. Hier, ah bah oui, le monsieur Véran, dans un grand élan de solidarité, bien évidemment, il promet 40 millions. Comme par hasard. C'est vraiment les chiffres. C'est pas le hasard, bien sûr. C'est très intéressant. 40 millions pour les gens qui, justement, ils n'ont pas de revenus. Ils ont des revenus annuels inférieurs aux 19 000 euros par an. Bon, c'est très bien, la solidarité. Tout le monde, justement, m'attaquera parce que moi, je suis pas solidaire. Je suis désolé, solidaire. Mais là, c'est encore du n'importe quoi. Oui, mais entre les big pharma, les big data et puis l'État qui... C'est une évidence à mes yeux. Je savais déjà, mais bon, si ça sert à faire raisonner quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Quelle l'imposition des masques, maintenant... Ricardo, excuse-moi, tu viens de donner le scoop. Parce que c'est quasiment un scoop d'arriver à associer. Il faut les vendre, les masques. Tu m'as toujours aidé. Tu es président de Réaction 19. Tu es l'homme, parce que tu es ingénieur, tu es l'homme des chiffres. Tu m'as toujours aidé et c'est toi qui m'as donné la news. Et tu me l'as envoyé ce matin à 6h30 disant, Carlo, il y a une association entre les 40 millions, etc. Tu l'as trouvé, tu l'as vu et tu es le premier à le dire. Et j'attire votre attention. C'est parce que vous êtes sur Réaction 19, que vous êtes sur Cabo TV et que vous suivez les Facebook que vous avez, parce que ce n'est pas simplement une information factuelle, c'est une information qui se rapproche de la tromperie que nous sommes en train de vivre depuis 2 mois. Quand je sais, après, Walid, les questions. Alors, sur les questions des masques sur les 40 millions, donc il faut recontextualiser. C'est vrai qu'en début du mois de juin, les industriels français on parlait avec le gouvernement pour lui dire, mais écoutez, vous nous avez demandé de fabriquer des masques à tout va et maintenant on les a dans les bras, puisque effectivement personne ne les veut maintenant. Donc ça c'est la première des choses et je trouve relativement normal effectivement que le gouvernement qui n'avait pas des stocks commence à réapprovisionner ses stocks. Alors sur les 40 millions de masques qui ont été annoncés hier soir par monsieur Véran, le ministre de la Santé, il faut bien comprendre aussi, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a quand même grosso modo 2 millions qui sont destinés complètement gratuitement aux personnes qui sont sur le seuil de pauvreté, et que le reste est destiné essentiellement à celles qui effectivement touchent moins de 19 000 euros, à un SMIC un peu plus. Alors, si je peux compléter l'information. Et on est sur 2-3 mois, parce que là, il faut pas penser qu'on est sur l'instant X là tout de suite. Non, on est sur oui, mais je voudrais porter un bémol. De plusieurs mois. Je voudrais donner un bémol. Normalement, selon les chiffres de l'OCDE, la France connaît aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Oui, ça veut dire tout simplement que quand on prend 40 millions de masques, pour 10 millions de personnes, ça fait 40 masques. Oui, tout à fait. Chers amis, ça veut dire que 40 masques, c'est de la rigolade. Ça veut dire tout simplement sur une période de 2 mois, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, c'est même insuffisant si on prend la logique des choses. Donc là aussi, les chiffres ont leur importance, mais je me permettrai de rappeler, et attention, les chiffres de 10 millions, ce n'est pas le chiffre réactualisé après la crise du Covid. Oui, parce qu'on sait qu'en France, le niveau de pauvreté est autour de 14% de la population. Ce qui est énorme pour un pays comme la France, un pays développé en Europe occidentale aujourd'hui, 14%, c'est quand même énorme. Et effectivement, tu as tout à fait raison de dire que les masques, le gros lot des masques va être surtout pour les 7 millions de personnes qui sont à ce niveau-là. Cela dit, ça nous amènera à notre débat. Est-ce que le gouvernement doit les distribuer, doit les faire payer, doit les faire cadeau? C'était une question comme ça. Voilà, c'est un deuxième chapitre parce qu'on va arriver, parce que du fait qu'on ne conteste pas, mais après on verra la question juridique, parce que moi j'ai fait pas mal du droit, mais aujourd'hui il n'y a pas que du droit sur ce plateau, des questions de nos amis, utilisons le terme amis parce que ce sont nos amis qui sont avec nous, avec une augmentation sans cesse de nouveaux adhérents à Réaction 19, c'est extraordinaire. On a dépassé les 2000 amis sur le groupe Réaction 19, voilà, nous sommes dans quelque chose et je voudrais remercier tout le monde, vraiment, pour les plus de 100 000 vues que nous avons eues sur le Facebook d'avant-hier. Hier encore, c'est 30 ou 40 000, donc nous sommes sur des chiffres assez extraordinaires. Je voudrais vraiment vous remercier. Et les critiques, il y en a quelques-unes, parfois c'est de la jalousie, parfois ce sont des confrères qui n'ont pas vu ce qu'ils devaient voir, et c'est là, ça me fait plaisir. Moi, je vais continuer. Vous pouvez me sabrer, il n'y a aucun problème, parce que il y a des milliers et de dizaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui avec nous et qui ont envie de se battre pour la liberté. Walid.
Des questions. Alors, les téléspectateurs veulent des réponses, Carlo. Oui. Comment peut-on faire un décret du maire vaut-il au-dessus de celui du gouvernement? Oui, à l'état actuel, je répondrai. Pour le moment, restant sur des thématiques. La meilleure façon de vendre 40 millions de masques, c'est de les rendre obligatoires. Ah oui, Ben c'est oui, une bonne c'est- remarque. C'est ce qu'on... C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, tout à fait remarque pertinente. Ensuite, Ils ont fait 170 millions avec les masques, donc tu l'as dit tout à l'heure, il me semble. Et ils ne veulent pas du bien du tout. Ils ne veulent pas de bien du tout. ça veut dire quoi? Ça veut dire Se que sentent un peu- aujourd'hui, je pose la question à Ricardo. Ricardo, tu as suivi et les masques, c'est un thème intéressant parce que vu que nous avons fait plus de 100 000 vues sur cette... Ça touche. ça touche justement. énormément. Parce que les masques, je rappellerai sur un plan symbolique, après je te donne la parole, ça cache le visage. On a fait une loi pour interdire C'est en prothèse. une tenue qui devait cacher le visage. Le visage, c'est notre âme. Le visage, c'est celui qui porte nos expressions. L'amour, le bonheur, la joie, la tristesse. Et en cachant le visage, c'est une manière supplémentaire d'anéantir notre expression vers le monde extérieur. On nous a éloignés dans les gestes barrières, on nous a éloignés des contacts, on a fermé les discothèques, on a fermé les bars, on a fermé les restaurants, on nous empêche de communiquer. Et au moment où on peut se rapprocher, peut-être pour retrouver des forces, des sensations, on met le masque dont on voit que le regard, et parfois je vois beaucoup de regards de tristesse. Donc je veux te poser une question qui est la suivante. Est-ce que tu penses, par rapport à tout ce que tu analysé, tu es un ingénieur de grande qualité, tu as fait des études dans des grandes écoles, tu es avec moi sur Action 19, et j'ai confiance en toi parce que j'ai vu tout ce que tu nous as apporté comme information. Que penses-tu de ce qui se passe depuis le mois de février et mars en France et en Europe, qui nous amène aujourd'hui à cette histoire de masque qui est je dirais pour moi, une attaque encore supérieure à ce qu'est la liberté? C'est une question difficile. Oui, tout ce qui s'est passé depuis février, quand on observe les chiffres et tout ça, il y a plusieurs volets possibles. Justement, nous, on ne veut pas glisser dans les complotismes. C'est trop facile d'être attaqué sur ces côtés-là. Nous, on a observé les chiffres, les statistiques, les raisons médicales et tout. Même si on n'est pas médecin, on a quand même des techniques, des connaissances de mécanique des fluides qui relèvent de l'ingénierie, qui parfois les médecins ne maîtrisent pas non plus. Donc ça aussi, sur les aérosols et d'autres choses, on pourrait discuter. Il y a trop des éléments pour nous, pour ne pas y croire, pour répondre à une question qu'à la base, il y a vraiment de raisons de santé publique. Je suis désolé. Moi, je vois beaucoup d'autres raisons derrière ça, mais la santé publique, il y a trop de contradictions qui permettent de dire qu'il y a un élan des États, hein, parce que c'est pas que la France, envers la santé publique. Ou l'utilisation de la santé publique. Oh, non, je parle de la santé des gens publics dans le sens des peuples, la santé des peuples, la garantie, parce que sinon on aurait dû pas désinvestir par exemple, ou mieux utiliser les ressources pour les hôpitaux, au lieu de dépaupérer tout ça. Si on voulait vraiment structurer un service de santé publique, les masques, juste une petite parenthèse, les masques c'est une prothèse. Les masques, sauf l'invention, parce que c'était une belle invention, les masques à usage public n'existaient pas. Hein? C'était une invention pour la COVID-19, parce qu'avant, il y avait les masques FPP1, les FPP2 et les chirurgicaux, qui sont des dispositifs médicaux qui ne peuvent pas être imposés. Il y a une chose importante que je voudrais... Ils ont inventé l'usage public. Excuse-moi, Ricardo. Olivier Véran avait dit que le masque devait être porté seulement si le médecin allait le prescrire. Point très important. C'est-à-dire que lui-même, ministre de la Santé, il a dit, c'était une allocution. À quelle époque? Olivier Véran l'a dit, le 6 mars, il dit, avant, le masque doit être porté, c'est le 6 mars, seulement quand il y a une ordonnance. Avant qu'ils inventaient et qu'ils normaient à niveau européen, à niveau français, les masques à usage public. Pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale. Et disons les mots, c'est un scandale. Oui. Ce qui est en train de se passer, c'est un scandale d'État, comme le scandale d'État de l'hydroxychloroquine, comme le scandale d'État des tests, c'est un scandale d'État. Ce scandale d'État, c'est quand l'État devient complice des pires abominés. Et là, ce qui se passe, c'est abominable. 6 mars.
monsieur le ministre dit il faut une ordonnance. Et aujourd'hui, les masques deviennent comme si on allait acheter la baguette au supermarché. Bah, à l'époque, il avait raison, parce que il n'y avait que 2 masques, dispositifs médicaux. D'accord, mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes à un détournement de ce qui est la notion médicale du port du masque, qui se justifie quand on est en présence d'une réelle pandémie. Tout à fait. Oui, attends un instant. Même les téléspectateurs ne savent plus sur quel pied danser, Carlo, parce qu'on a une loi qui nous interdit de dissimuler notre visage et une qui nous oblige à mettre le masque. On va concilier, on va discuter de cela et on va concilier. Je laisse une minute la parole pour ne pas, parce que pour une fois, je parle beaucoup et là, je veux que mes invités et les invités sur le plateau s'expriment et toi aussi. Donc, après, on me dit non, vous monopolisez. Je veux pas monopoliser et je veux laisser parler. Alors, tu posais une question tout à l'heure à Ricardo et on est politiquement dans l'improvisation depuis le début. Mais dans l'improvisation. Ça, c'est la première des choses. Cette improvisation a amené, comme je t'ai dit tout à l'heure, effectivement, les gouvernements à dire qu'on n'a pas besoin des masques, mais tout simplement, pas pour des raisons sanitaires, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas et les politiques ne veulent jamais reconnaître qu'ils se trompent. Ça, c'est la première des choses, et ils vont se cacher derrière les scientifiques. D'ailleurs, on a vu effectivement que les scientifiques ont changé aussi d'avis au bout de quelques semaines, et ça change tout le temps. Par contre, là où je suis pas monsieur le professeur Salomon, le 11 mars, j'ai pris toutes les dates, parce que j'aime bien 11 mars, les masques sont inutiles. Par contre, il y a une chose sur laquelle je suis pas d'accord avec Ricardo. Bon, la première, c'est que ce n'est pas une invention, tout simplement, ce n'est pas du tout habituel en Europe. Mais on sait tous que les cultures asiatiques, chinois et japonais, ont l'habitude, quand ils sont malades, quand ils ont la grippe, quand ils sont de mettre des masques. Donc, chez nous, on n'a pas du tout cette habitude. Mais par contre, d'autres cultures ont cette habitude de mettre des masques quand ils sont malades. Mais ce n'est pas une obligation. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Là, il y a ne rentre pas dans la partie. Mais justement, je termine, ce n'est pas une obligation, tu as tout à fait raison, mais ça protège. Alors, on n'a pas utilisé des masques parce qu'on n'en avait pas. Maintenant, on nous oblige effectivement à les mettre. Mais vous allez remarquer quand même que ce n'est pas du tout. Et il y a une pandémie qui est partout dans le monde. On ne prend pas les mêmes mesures en Espagne qu'en France. En France, on vous dit à l'extérieur, pas la peine de les utiliser, uniquement dans des lieux clos, publics. En Espagne, c'est obligatoire dans la rue. Donc, vous vous dites pourquoi en France on l'a pas fait à ce moment-là? Puisqu'en Espagne on le fait, pourquoi pas? Donc on a une situation semblable en Italie. Donc la première des choses, c'est qu'elles peuvent servir. Le seul problème, c'est que l'improvisation et les mensonges qui ont été dits depuis le début font qu'aujourd'hui, je reconnais, le public a des doutes. D'autant plus que politiquement, vous vous dites, comment est-il possible qu'avec une pandémie comme celle-ci, vous virez, enfin entre guillemets, vous virez le ministre de la Santé pour le mettre au municipal de Paris, et vous remettez un nouveau ministre, ce qui est politiquement complètement incohérent. Ubuesque. Donc la première des choses, mais attention, le masque, c'est pas obligatoire, ou ça l'est en Espagne. Cela dit, elles ont quand même une certaine utilité. Maintenant, il va falloir savoir laquelle exactement. Ricardo? Oui, je voulais parce juste rebondir. Là, il y a un clash. Il y a un clash sous le plateau. Il n'y a pas de clash. Je voulais juste rebondir parce que c'est une invention dans le sens que, je ne sais pas, en Asie, pour moi, l'Asie n'est pas forcément un exemple, je suis désolé, on est en très forte santé en Europe, c'est pas un continent où nous devons apprendre de l'Asie, nous avons une espérance de vie moyenne énorme, 80, 82 femmes, hommes, ça dépend, donc l'exemple asiatique sous la gestion, je suis désolé, ça me touche pas trop, mais à part ça, je réitère l'effet de l'invention parce que, comme M. Véran, il a pesé ses mots à l'époque, en effet, la masque à usage public n'était pas normée, n'existait pas. Oui. On pouvait mettre une écharpe, bon d'accord. Aujourd'hui, ils l'ont inventé comme ça parce que justement, les passages après, parce que déjà les chirurgicaux manquaient, les FFP2 sont dédiés, et ça c'est réitéré, qu'à l'usage médical. Et il fallait trouver une masque qui ne posait pas problème pour l'imposition. C'est-à-dire que, pas problème, c'est pas vrai. Les dispositifs médicaux, comme les masques chirurgicaux et les FFP2, il faut une ordonnance et on ne peut pas obliger les gens à les porter. Donc, tu vois l'évolution. C'est ce point-là que je vous dis. Bon, après, il existait d'autre part dans le monde. Je ne sais pas quelles sont exactement en Asie les prescriptions, tout ça. C'est culturel, hein. On sait que les Japonais c'est quelque chose de très culturel. Quand ils sont malades, ils le mettent. Oui, donc, mais c'est culturel. Encore une fois, nous, on a vécu avec des grippes et d'autres choses pour des années. Et l'Europe n'est pas les continents où l'espérance de vie moyenne est la pire. Au contraire.
Donc, ça te dit qu'on a des bons anticorps. Mais à part ça... Est-ce qu'on peut... Nous sommes à moitié une du deuxième notre... chose notre rapide, deuxième chose rapide pour rester dans le timing de notre planning. On pourrait discuter là-dessus. À qui sont utiles et comment sont utiles. Est-ce que c'est de la santé publique ou c'est de la santé personnelle? C'était une question qui avait été posée ou exprimée, c'est super intéressant. Il y a des documents officiels, je cite par exemple, Haute Autorité de Santé, ça parle je pense peut-être. Mais seulement. Oui, tout à fait. Avis de 30 juin 2020. Bon, d'accord. Déjà, c'est un très bon document, très intéressant. J'invite tous les amis à le lire. Mais on pourra le mettre sur le site, on pourra le communiquer, on pourra le communiquer. Oui, c'est un document Après, officiel. je dirais deux, trois choses concernant la question des... Donc, déjà, par exemple, on parle de capacité de filtration, efficacité de filtration bactérienne. C'est pas viral. Pas virus. Ouais. Staphylococcus, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et, je dis juste des petites choses comme ça. Les masques protègent les porteurs. Et pas... Donc, je ne sais pas comment la définir. Non, mais c'est super intéressant. L'instruction de dire et de responsabiliser, c'est ça la partie psychologique. Les gens portent les masques pour protéger les autres. Je n'ose pas la définir de manière polie. Les masques protègent les porteurs. Merci beaucoup. Des questions. Valide. Non, après, on attaque sur la question des normes. Les téléspectateurs craignent une chose, Carlo, de devoir porter le masque dans la rue maintenant. La situation, c'est qu'il y a des arrêtés, et je tiens à le dire, donc apparemment, j'étais informé d'hier, j'en ai parlé, à La Rochelle, je suis en train d'examiner la question, c'est une aggravation de mesures qui sont prises par le gouvernement par rapport à ce qui est déjà le décret, donc la question se pose est-ce que... Or, malheureusement, tout ce qui a été fait par le législateur, c'est du grand n'importe quoi. Il y a un abandon des prérogatives législatives. Et aujourd'hui, quand on regarde l'entonnoir normatif, on a un renvoi au décret, au gouvernement, aux ministres par voie d'arrêté, mais aussi les préfets en fonction de la situation. Donc, il faudra apprécier cas par cas, voire attaquer chaque règlement pris par les préfets pour discuter si ce règlement se justifie ou pas. La situation, c'est qu'effectivement, j'ai le règlement qui a été pris en Mayenne, qui est une aggravation énorme. Là, on est dans ce qu'on appelle un cluster. Donc, il sera très difficile de attaquer ce règlement, de ce règlement préfectoral et de cet arrêté. Et là, je suis en train de vous dire, j'ai fait travailler aussi, il y a beaucoup d'avocats, peuvent avoir envie. Moi, je ne peux pas me battre sur tous les arrêtés de France et de Navarre. Mais attention, je peux vous dire que je l'ai déjà examiné, il y a des contradictions flagrantes et des mesures qui sont prises avec un renvoi à des textes qui sont totalement illégaux. Mais je pourrais approfondir d'une manière spécifique avec les gens. Deuxième question, Walid. Alors, pour l'instant, c'était plus... ça parle juste de la crainte de porter le masque dans la rue, mais ça arrive, les questions, Carlo. Les questions... Non, mais je sais... Alors, pour répondre sur la question de la conciliation des textes, la loi du 10 octobre, qui avait été faite sous l'égide de Sarkozy, relative au port, ne parle pas de masque. Parle de tenue. Tenue vestimentaire. Parce qu'en réalité, quand on met un djellaba ou une burqa qui nous couvre de là-haut jusqu'aux pieds, c'est pas un masque. Elle a aussi fonction de masque, parce que le masque, c'est ce qu'on appelle une tenue qui sert seulement, une tenue, quelque chose qui sert à couvrir seulement la partie du visage. Or, quand on parle de tenue, c'est beaucoup plus large. Donc la question, effectivement, peut se poser par rapport. Mais dans la tenue, on peut dire que le masque est inclus. Et ensuite, l'article 2 parle vraiment de dérogation pour des motifs de santé. Or, je vous dis, vous connaissez mon envie de dire quand le droit est contradictoire. Là, je dois vous l'affirmer avec force. On peut discuter dans les détails. Il y a eu quelqu'un qui a envoyé un email extraordinaire d'analyse en parlant de côté subjectif, objectif. Mais je tiens à vous dire, je suis allé voir les travaux préparatoires de la loi. Les travaux préparatoires envisagent effectivement des situations d'ordre public, des situations de santé publique. Donc, à l'état actuel de choses, le château normatif entre la loi et le règlement, on peut dire qu'en apparence est respecté. Pour moi, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que c'est la loi de sortie de l'état d'urgence qui est un vrai piège pour les Français. Je l'avais dit, je vous rappelle, je vous renvoie au Facebook que j'avais fait, je le dis à tout le monde. Quand le législateur a décidé la sortie de l'état d'urgence, en réalité, fait rentrer par la fenêtre ceux qu'il a sortis par la porte. J'avais alerté, j'ai dit attention, c'est une fausse sortie de l'état d'urgence, les décrets
le pouvoir décrétal donné au gouvernement est aussi important qu'un état d'urgence. Donc en réalité, on est toujours dans un état d'urgence permanent où l'exécutif peut faire ce que veut. Aujourd'hui, ça, c'est pas du complotisme, c'est une analyse juridique. Le Parlement a abandonné ses prérogatives. Jusqu'au 30 octobre, il n'aura pas le droit de se prononcer sur les mesures qui sont prises et il n'a pas de vote à donner sur l'état d'urgence et sur la santé. Ce n'est que l'exécutif qui peut décider. Avec un seul organe de contrôle, c'est le Conseil d'État et les tribunaux administratifs. Or, le Conseil d'État et les tribunaux administratifs, ce ne sont pas des juridictions. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui siègent dans ce qu'on appelle en France une juridiction qui n'est pas une juridiction objective. Ce sont des fonctionnaires au service de l'État qui ils jugent de temps en temps l'activité de l'État, mais ils ne sont pas des juristes au sens pur du terme, c'est-à-dire des juges au sens pur du terme, ce que Kojève appelait un tiers impartial et désintéressé, ce qu'on appelle un juge dans le cadre de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Alors juste Carlo, beaucoup de préfets et de maires sont de La République En Marche et Modem, alors pourquoi les autres ne se rebellent pas? Parce que le problème qui se pose, c'est que le préfet est soumis à une hiérarchie. Le préfet, ce n'est pas quelqu'un d'indépendant. Ce n'est pas comme un gouverneur qui était élu dans les États fédérés des États-Unis. Le préfet, il est soumis à une hiérarchie préfectorale. Si un préfet n'exécute pas les ordres qui sont donnés par l'État, parce que je vous rappelle que la décentralisation est un faux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on fait les maires, on a fait les départements. À la fin, nous avons toujours des préfets et de sous-préfets, et nous avons toutes les délégations nationales qui opèrent dans toutes les régions et dans tous les départements de France. Donc, nous sommes toujours dans un État centralisé où les ordres partent de Paris. Et alors, quand monsieur Castex parle des territoires, tout ça, c'est du langage, parce qu'à la fin, c'est quelqu'un d'extrêmement centralisateur. C'est un grand commis de l'État qui est aujourd'hui au service de l'exécutif. Donc, c'est du faux, c'est un mensonge. Je voudrais donner la parole sur ces points parce que j'ai mis sur la table quelques arguments. Que penses-tu, Juan José, de ces positions qui sont les miennes? Parfois, certains disent extrêmes, et je voudrais dire une chose, nous subissons actuellement des problématiques de mail, on craint, actuellement, du fait que nous avons quand même une certaine, je dirais, portée. Je crois qu'on a des problèmes, et tu le sais, Ricardo, très étranges, au niveau de notre site, au niveau de notre adresse email, et on dit qu'il y a des échanges qui sont contraires, ce qui est assez étonnant, parce que nous avons des mails dans lesquels nous informons. Donc, actuellement, nous nous demandons s'il n'y a pas un certain piratage de ce qui se passe dans notre vie. Hier, le Facebook que je l'avais enregistré dans le cas de YouTube, YouTube a bloqué. Et j'ai vu Silvano Trotta, j'ai vu que il a eu sa dernière vidéo encore annulée. Il y en a 5 ou 6 qui sont maintenant qui ont été supprimés à Silvano Trotta, qui est quand même quelqu'un de sérieux, qui traite beaucoup de problèmes. C'est un lanceur d'alerte plutôt du côté journalistique que j'admire et que j'apprécie beaucoup. Il y a aussi Crève-Cœur qui voit des émissions qui sont aujourd'hui censurées. Donc attention, on dit tout ceci est contraire à la communauté, mais tout ceci, c'est que je crois que dès lors qu'on commence à toucher la pensée unique, qu'on n'est pas d'accord sur ce qui est en train de se passer et tout, on commence à déranger, on peut déranger, et sincèrement, certains m'ont écrit, faites attention Maître Boza, je vous le dis avec une certaine sincérité, j'ai quand même un peu peur, parce que moi je suis pas né pour aller faire la guerre, ni pour faire emprisonner, et j'espère vraiment que je puis continuer à m'exprimer et à dire ce que je pense en France, tout en étant là, avec beaucoup d'amour pour ce pays que j'adore. On va revenir. Moi j'aimerais revenir sur la sortie de l'état d'urgence. Vous avez fait référence effectivement à cette sortie d'état d'urgence, et en fait, vous l'avez dit, c'est votre expression, ça sort par la porte mais ça rentre par la fenêtre. J'aimerais mettre ça en perspective. C'est la même chose qui s'est passé dans d'autres pays européens, que ce soit l'Italie ou que ce soit l'Espagne. En Espagne, on est sorti de l'état d'urgence le 21 juin, mais juste avant le 20 juin, le gouvernement a approuvé un décret-loi en fait qui l'autorise à prendre des mesures au cas où la situation sanitaire, la situation sanitaire viendrait empirer. Alors, il y a deux raisons. Donc, vous avez raison, ça rentre par la fenêtre, ce qu'on a fait sortir par la porte. Mais ça a une double justification. Ou une justification politique qui est difficilement acceptable. Parce qu'effectivement, l'état d'urgence répond à un certain nombre de critères pour son application. C'est quelque chose qui ne peut pas durer. C'est comme un coup d'État. Il peut pas être des coups d'État permanents. Et voilà. Et effectivement, et la deuxième, c'est une justification qui
par contre, est peut-être plus acceptable, qui est une justification sanitaire et économique, et je m'explique. Sanitaire, parce qu'effectivement, il a fallu décréter des états d'urgence dans tous les pays, dans la plupart des pays européens, pour pouvoir prendre des mesures qui étaient hors normes. Alors, qui n'étaient justifiées que pour ça. Pour certains, donc, ce sont des mesures hors normes qui écrasent la liberté et le droit de vivre. C'est un débat que vous avez ouvert et vous avez tout à fait raison là-dessus. Donc, c'est vrai que ça va permettre, entre guillemets, au gouvernement, et je n'essaye pas de justifier, mais ça va permettre au gouvernement de prendre des mesures beaucoup plus rapidement que s'il fallait passer à nouveau par un parlement pour décréter un état d'urgence. Et puis, je termine, il y a une raison qui est moins avouable, mais que tout le monde connaît, que c'est une raison économique, l'état d'urgence, donc, et le confinement qui s'en est suivi a laissé très mal au point les économies de tous les pays, et donc, aucun pays aujourd'hui veut courir le risque d'avoir confiné, ni d'avoir à décréter un état d'urgence. C'est pour ça aussi, et c'est moins avouable, effectivement, que des raisons économiques et politiques font qu'on ait pris, donc, des décrets-lois pour justifier un état d'urgence déguisé qui existe, c'est la réalité. Cela dit, il n'est pas si dur comme l'était le premier. Mais cela dit, ça entame sur un certain nombre de libertés individuelles. Vous avez tout à fait raison de le dénoncer. Je tiens vraiment à te remercier parce que pour tout le monde, on vit cette vision franco-française des choses. Et avec toi, avec nous aussi, nous sommes italiens, on arrive à apporter, pour dire, chers amis, ce n'est pas que la France qui vit la dictature de l'exécutif. Nous le connaissons en Espagne, nous le connaissons en Italie. Et aussi, en Allemagne, c'est un peu différent parce que le système allemand est un système différent de la France. Et comme le système espagnol est différent de la France, et l'italien aussi. Mais à la fin, c'est le pouvoir exécutif qui détient toutes les cartes du jeu et qu'aujourd'hui les parlements sont, je dirais, exclus du jeu normatif et la justice, elle a peu de place dans les débats. C'est pour ça qu'on se retrouve à ces batailles qu'on peut appeler complotistes, populistes, parce qu'on n'a pas le droit d'aller devant un juge et discuter et dire à un juge, s'il te plaît, prononce le droit et dis le droit, parce qu'il y a des choses qui sont admissibles. Quand nous avons la propriété privée, les droits réels, la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller venir, ce sont les libertés qu'il n'y a que le législateur qui peut le limiter et qui peut déléguer d'une manière extrêmement parcimonieuse à l'exécutif. Là, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Nous sommes en train de vivre un scandale juridique, comme nous avons le scandale de masques, le scandale des tests. Nous sommes en train de vivre un scandale juridique, avec un conseil constitutionnel qui ne fait pas son rôle, et un pouvoir législatif qui ne veut pas, et un exécutif qui peut tout, parce que de toute façon, je discute avec des avocats, il faut déposer un recours. Je voudrais remercier publiquement une consoeur, j'en ai parlé hier, c'est une amie qui travaille, pardon, une avocate, qui travaille avec Silvano Trotta, pardon, et avec qui nous avons parlé, mais nous sommes conscients que nous allons déposer un recours contre le décret du 10 juillet, que ce sera très difficile de le faire annuler, parce que de toute façon, le Conseil d'État a utilisé toujours la question du problème de santé comme une excuse en disant, mais non, mais s'il y a un problème de santé, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Quasiment dit, venez pas m'emmerder. Allez, rentrez chez vous, fermez votre gueule, restez chez vous, faites les avocats, touchez un peu de nom, mais fermez-la. Ricardo, 2 mots sur cette situation politique que tu connais aussi, et tu as eu l'occasion aussi de voir quel est l'état de stress des gens, parce que je ne parle pas que des adhérents de Réaction 19, mais d'autres groupes, d'autres personnes que nous avons côtoyées ensemble. Ricardo? Oui, comme vous l'avez dit, la situation... Il me voit maintenant, on est comme sur les grands chefs d'État. À vous avant, d'accord. Pas que toi. La situation n'est pas comparable ailleurs. En Italie, on la connaît bien, en Espagne, justement. En Belgique, c'est peut-être pire, en Québec, au Canada. Mais bon, ça c'est un peu... Là, on va toucher la partie complotiste, ce qui organise... Non, mais sans rentrer dans le complotisme, aujourd'hui, quel est ton ressenti de la partie législative, de ce qui est la loi, de ce qui est les décrets? Là, tu parles un peu comme un usager du droit. Moi, je suis un peu un professionnel. Toi, tu es un usager. Et toi, comme usager, comment tu ressens ce qui est en train de se passer depuis des mois? Parce que quand même, si tu es entré, disons, dans le groupe, si tu as décidé de te battre, c'est parce que tu as un ressenti et que tu l'as exprimé avec force. Encore l'autre jour, on discutait ensemble. C'est pas sous la partie juridique et des libertés, bien sûr, parce qu'il y a une grande confusion. On ne sait pas si on peut réserver un avion, si on peut réserver un hôtel, si on peut prendre la voiture
et aller quelque part. Nous sommes encore dans une forme on est dans un déconfinement confiné, c'est contrôlé. Moi, je définis le port du masque, pour moi, c'est un fond de confinement. Parce que de toute façon, ça décourage les gens à se confronter, à sortir parfois, parce que pas tout le monde a envie de se mettre un masque. Oui, j'ai une réflexion en vous écoutant tout à l'heure, justement sur les libertés individuelles et qu'elles soient donc entamées justement par le droit et par le gouvernement. Ben, il faut juste se rappeler qu'il y a eu quand même quelques batailles gagnées, au moins. Cette bataille qui a été gagnée par les syndicats quand on leur a interdit de manifester. Et que oui, ça a mais été attention, le Conseil d'État. Non, mais le Conseil d'État a donné. Pour vous dire qu'à un moment donné, même le Conseil d'État s'est dit vous allez trop loin. Oui. Vous allez trop loin. Mais il n'a pas annulé, il a demandé. C'est une liberté dans la nuance. Mais voilà, donc il y a des batailles qui, même si compliquées, il faut y aller. C'est juste. Vous avez raison, il faut y aller. Et puis, ne nous trompons pas, tous les gouvernements, tous absolument, peu importe la couleur, jouent sur la peur. La peur. Bah, tout simplement, quand vous avez des problèmes d'ordre public, qu'est-ce que fait le gouvernement? Bah, il sort une loi qui est liberticide pour le. On en connaît une tonne. Voilà, donc une loi liberticide. Jaunes, on installe des caméras partout dans les rues, le contrôle, et on vous dit, bah oui, bah c'est pour votre sécurité. Et vous savez, une partie de la population qui a peur, et dit, bah oui, bah si c'est pour notre sécurité, j'accepte effectivement d'installer ça. Et ils ont fait la même chose pour la crise sanitaire. Mais tout ce qu'on fait, c'est pour vous, c'est pour votre santé. Et donc, il y a une partie de la population, ça je peux le comprendre, hein, qui dit, ah bah oui, c'est pour ma santé, c'est pour garantir que je ne vais pas être malade ou pas mourir, bah je veux bien qu'il y ait une limitation de liberté. Et c'est face à ça qu'il faut lutter. Et c'est pour ça que les juristes, vous devez, les avocats, vous devez aller à la confrontation. Mais vous avez l'habitude. Moi, je vais à la confrontation, mais sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que ce que tu as dit, c'est très important. Je voudrais rappeler une phrase du livre d'Orwell, quand il dit que le pouvoir nourrit le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, on se dit, mais pourquoi gauche ou droite, etc. On arrive au même résultat. Oui. En Espagne, là, à la Tiocha, il y a la reconnaissance faciale. Tout le monde passe à l'as. L'Espagne, qui est un pays dans lequel tout le monde dit, on va à Barcelone, la vie est belle. Là, mais c'est un pays, les gars, il y a du contrôle en Espagne. Hein. Oui, c'est peut-être un des pays les plus performants en termes de contrôle facial par rapport à tous les pays d'Europe. Or, c'est le pays dans lequel tu penses que tu vas à Ibiza à t'amuser avec Guetta alors que tu sais pas que tu es épié jusqu'à la moelle. Le pouvoir nourrit le pouvoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les structures du pouvoir de chaque pays sont faites pour que chacun, quand il accède au pouvoir, il ait les outils pour mater le peuple, pour mater toute révolution, pour mater toute volonté de penser à soi-même. Et quand je dis, et je le répète, soyez ambassadeurs de la liberté, c'est la plus belle manière d'être ambassadeur de la vie, c'est d'apporter ces libertés. Et arrêtez d'avoir peur, et arrêtez de penser à la sécurité, parce que sécurité, santé, ça veut dire eugénisme et oppression. Les mêmes choses. Hitler, quand il a construit dans Mein Kampf, et il construit tout le nazisme, il le construit sur un principe, la sécurité des Allemands. Et à travers la sécurité des Allemands, il arrive à créer la dictature la plus répressive que l'homme n'a jamais connue. Faisons attention. C'est ça l'alerte. Et je suis un lanceur d'alerte, je suis un lanceur d'alerte de la liberté. Je suis un lanceur d'alerte sous l'oppression. Je suis un lanceur d'alerte contre celles et ceux qui veulent nous l'enlever, la liberté. Moi, je veux vivre librement et mourir peut-être malade, mais dans un pays libre. Et pas vivre sainement dans une dictature. Je le répète toujours et je le répéterai toujours. Je vous écoute, Valide. Si alors, on a même des téléspectateurs qui commencent à péter les plombs là. Donc, je vais vous lire les messages. Mais, bonjour maître. Les amis, question. Dans la loi ou décret, il n'y a pas de norme. Il dit de porter des masques, ok. Mais si je fabrique un masque de pommes de terre ou de tulle, des Anonymous ou de clowns? Je vais répondre tout de suite. Vous avez dans le décret du 10 juillet qui a abrogé le décret du 31 parce que vous savez que quand on revient au droit, il faut apporter des précisions. Vous avez l'annexe 1 du décret du 10 juillet qui fixe les critères des masques
qui sont utilisables. Et alors, c'est d'une complexité extrême, chers amis. Pourquoi? Parce que pour savoir quels sont les masques, il faut aller chercher l'annexe qui est à l'article 278, petit trait 0 bis du Code général des impôts, parce que c'est un mécanisme de renvoi à la liste des masques qui sont soumises à la TVA de 5%, 5,5%. Donc vous imaginez le mécanisme intellectuel. Et quand on dit que nul n'est censé ignorer la loi, chers amis, si vous n'avez pas envie de sortir avec le masque, vous mettez à lire le décret, vous l'étudiez, vous allez chercher tous les renvois et vous ne sortirez pas de chez vous. Vous allez passer toutes les vacances à étudier des textes parce qu'en plus, ils sont tellement absurdes. L'occasion m'est donnée parce que je reviens encore à l'article 27. Quand tout le monde me dit oui, mon Carlo Brusa, vous ne connaissez rien droit, vous êtes stupide parce que vous dites au paragraphe article 27 le renvoi à la lettre L, X, PA, CTS, V. Chers amis, moi je suis juriste. Qu'il y ait des avocats qui connaissent effectivement l'arrêté du 10 juin 1980, il n'y a pas de problème. Mais le gros problème, c'est que quand on veut établir une infraction et la punir, il faut que les textes de l'incrimination et de la punition soient clairs. Ça s'appelle le principe de légalité. Or, l'article 27 renvoie à l'article R123.12. L'article R123.12 ne fait pas du tout la liste. C'est un article qui institue, le ministre de l'Intérieur précise dans le règlement des sécurités privées, les questions des sécurités, où il y a ensuite un arrêté du 25 juin 1980, qui n'est pas du tout cité dans l'article 27, parce que l'article L132.12, R112, envoie à 2 décrets qui fixent la liste. Alors, si quelqu'un a la bouboule de cristal, et alors il se met, ouais, je te fais découvrir l'article 27 avec la bouboule, eh bien c'est bien, parce qu'un être normalement considéré, quand je suis allé, je vous le répète encore, au commissariat, la fille qui était au commissariat, elle ne savait pas, elle bégayait, parce que, quand vous allez au commissariat, pouvez me dire pourquoi je suis puni de 135 €? Oui, parce que dans les boutiques, mais c'est où le texte? Ah oui, mais c'est les M de magasin. Mais d'accord, mais M de magasin par rapport à quoi? Par rapport... Ah ben moi je sais pas. Parce que je dis, vous voyez, l'article 132 ne le dit pas. Donc, le principe de l'égalité, une personne, pour être punie, doit connaître le château normatif qui le mène, de l'incrimination jusqu'à la punition. Et pour savoir pour quelle raison je dois prendre 135 €, il faut que je sache que je suis en train de violer l'arrêté du 25 juin 1980. Cet arrêté n'est pas visé parce que l'arrêté du 25 juin est un texte autonome par rapport à l'article R132.15. Je vous le redis et je vous le répète, en termes de légalité, toutes les contraventions qui ne portent pas la précision de tous les textes sont annulées. Mais en plus, je reviens à un dernier point, après on revient sous les sanctions. Tout le monde dit, eh ben très bien, les sanctions sont celles qui sont de l'article 3000, en dépend, alors c'est abstention faite dans les autres parties, c'est le fameux article auquel de renvoi 31-36 petit trait 1. C'est là que théoriquement il y a les sanctions. Or, j'attire à tout le monde, et aux confrères, aux consoeurs qui m'ont écrit, aux juristes en herbe qui étudient dans la nuit les textes. Je vous dis, les textes qui sont visés pour les sanctions, c'est l'article L3131.1 du Code de la santé publique qui dit « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace épidémique, le ministre chargé de la Santé peut par arrêté motiver. » Or, à l'état actuel des choses, il s'agit d'un décret. Déjà, l'article L3131.1 ne peut pas être appliqué. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un arrêté motivé. Et ici, c'est un décret. Ensuite, l'article 3136.1. C'est l'article si les violations. Alors, je vous répète encore, si les violations prévues au 3e alinéa du présent article sont verbalisées, si les violations prévues au 3e alinéa du présent article sont verbalisées à plus de 3 reprises dans les 30 jours, nous sommes dans le cadre d'une punition. Oui, mais alors, à montant haut, la violation des autres interdictions et obligations éditées en application de l'article L3131.1 à L3115 est punie d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, c'est-à-dire 135 €. Mensonge! Le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l'autorité requérante, ça concerne les 6 mois d'emprisonnement. Le fait de ne pas respecter les réquisitions pour les amendes et la violation des obligations éditées et puis de pour les contraventions. Or, quand on prend les questions relatives à l'article 31.6, ça concerne les sanctions dans l'état d'urgence sanitaire. Nous sommes sortis de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ces textes-là qui s'appliquent en état d'urgence sanitaire ne peuvent pas être
appliqué. Donc, j'ai préparé, et ça sera mis en ligne, le château normatif pour dire qu'il aurait fallu que le législateur renvoie d'une manière précise le décret du 10 juillet au texte ou modifie le texte pour que les sanctions soient applicables à ça. Et par ailleurs, j'attire vos attentions, specialia generalibus derogant, des choses spéciales dérogent en général. À partir du moment que le législateur, que ce soit législateur, la loi ou le décret, précise le renvoi et sanction, et il ne le fait pas ailleurs, ça veut dire qu'il a voulu punir et sanctionner seulement certaines parties et pas d'autres. Or, il envoie et renvoie aux sanctions pour les passagers maritimes, pour l'aviation, pour les passagers fluviales et pour les transports terrestres, dans lequel effectivement l'exécutif, le législateur qui édicte la norme, dit d'une manière expresse abstraction faite de l'article 36 ou ce qui n'est pas dit dans les autres cas de figure. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vous le répète encore, à l'état actuel des choses, je ne dirai pas qu'ils vont pas vous infliger une amende, mais que je vous donnerai tous les éléments avant même qu'on vous l'inflige pour que vous puissiez aller dans les commissariats. Et si vous allez dans un endroit de vacances, y allez avec mon papier et dites voilà ce que je vous notifie, c'est que vous pouvez pas me sanctionner parce que l'article est inapplicable dans mon cas et vous pouvez pas appliquer une contravention de 4e classe. Et après, si vous vous l'infligez, chers amis, je ne peux pas vous dire plus, on se défendra et on attaquera les contraventions. Juste une petite question, Carlo. Peut-il fermer mon établissement si je ne porte pas de masque derrière ma vitrine en boucherie? Non. J'attire votre attention que la fermeture est seulement envisagée en tant que situation préfectorale pour les commerces qui font l'objet d'une fermeture ordonnée par la loi ou le règlement. Je prends un exemple, les discothèques doivent rester fermées. Si vous ouvrez une discothèque, la gendarmerie peut venir et la ferme. Le port du masque, il y a même une question qui se pose actuellement. Est-ce qu'il y a des sanctions envisageables pour les magasins? Tout le monde a des doutes sur la possibilité de sanctionner. En réalité, on dirait que le port du masque ne concerne que les usagers, mais pas les exploitants. Non, je parle en tant que sanction. Okay. Mais il n'y a pas, je vous assure, je vous le réitère, il n'y a pas de fermeture qu'à envisager. D'abord, parce qu'il s'agit, et je le redis encore, de contravention de 4e classe. Le fait de ne pas porter un masque, c'est une contravention. Le fait de ne pas le porter 2 fois, c'est une réitération de contravention, donc ça augmente le niveau de la sanction. Et ensuite, 3 fois, ça peut devenir un délit. Mais si vous contestez les amendes, les contraventions, il y a présomption d'innocence, vous permet de vous protéger et d'attendre qu'il sera jugé les problématiques de la concession de contravention avant d'envisager la discussion sur le délit. Alors juste, Carlo, de façon concise, quand on se fait arrêter dans la Parce rue... que je suis pas concis. Non, enfin, non, quand on vit la situation, Carlo, parce qu'on peut pas expliquer ça tout le temps, mais comment... Je vais préparer et je mettrai en ligne un feuillet dans lequel les questions sont exposées et dans lequel il est d'une manière très claire que toute sanction prononcée en application de la ligne 3, c'est-à-dire les contraventions de 4e classe, est totalement illégale parce qu'elle n'est pas visée par le décret du 10 juillet. Ça m'a c'est voilà. Ce savoir. Et je le mettrai par écrit, vous l'aurez par écrit. Je ne le ferai pas que pour les gens de Réaction 19, je le ferai aussi pour tous les amis de Facebook. Juan José, je vois que tu frémis de dire là, on a des questions effectivement légales et je reviens sur le fait que tout gouvernement joue sur la peur. C'est la peur des amendes, c'est la peur de la maladie, c'est la peur de la liberté, de la sécurité, etc. Donc les gouvernements jouent sur ça, ils s'embarrassent pas des questions de droit. Techniquement, il aurait dû s'embarrasser avant des questions de droit, mais malheureusement, on a besoin, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que ce n'est pas parce qu'on joue sur la peur que nous, on doit se laisser faire, et qu'il faut effectivement aller à la confrontation, dénoncer ça, parce qu'en fin de compte, qu'on utilise ou pas de masque, qu'on paye ou pas une amende, ce qui est en jeu, c'est toujours nos libertés. Et oui, ça, aujourd'hui, c'est important. Même la liberté du commerce est en cause parce que j'ai déjà lu des articles dans lesquels on commence déjà à parler d'une baisse notable de l'activité commerciale parce que beaucoup de gens boycottent. Tu voulais dire quelque chose, Ricardo, sur ce point-là? Non, monsieur. Beaucoup de gens boycottent et il y a un appel au boycott de tous les magasins, ce qui va entraîner certainement, je pense que dans les semaines à venir, les commerçants vont réagir et crier au scandale et à l'alarme
Parce que, attention, beaucoup de gens ne veulent pas rentrer avec un masque et la baisse du chiffre d'affaires. Et vous savez, les soldes ne marchent pas du tout. Oui. Les magasins, on vous fait les tours dans les quartiers, c'est d'une tristesse. Les Champs-Élysées, c'est pathétique. Vous regardez les grands magasins avec tous les vendeuses qui sont là. Même mon frère qui vient d'Italie, qui connaît Paris dans le côté. Je le dis ça, je veux pas comme ça parce que on n'a pas besoin d'aller chercher dans la presse. Comme vous dites, mon frère, mais Carlo, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les Champs-Élysées, il y a personne. Les magasins, il marchait dans les rues et il dit mais j'ai jamais vu ça. Non mais c'est d'une tristesse monstrueuse. Oui, voilà la situation. Ça veut dire que nous sommes en train de sabrer. Et quand on a parlé de la crise due au confinement, non, la crise se poursuit. Et elle est en train de se poursuivre parce que les choix sont des choix absurdes, totalement fous. Ricardo, tu es sur la question économique parce que tu connais bien, tu es aussi chef d'entreprise. Quelle est la situation? Reste 2 minutes. En commerce, rapidement, les risques que je vois personnellement également, moi je suis totalement découragé de me rendre dans un magasin et faire des histoires. Les reflets qui peut arriver et qui va encore dans la direction de faire tirer un avantage aux grosses entreprises internationales, c'est d'acheter en ligne. Donc on revient à ce qu'était le confinement. Ça veut dire qu'avec le masque, on a les mêmes résultats du confinement. Ce que tu disais, moi je suis absolument d'accord. Ce que je disais depuis le début, pour moi c'est une forme de confinement parce que ça décourage quand même. Après, si on a des achats de première nécessité, il faut trouver un compromis. Il me reste le niveau une économique, minute. après, c'est compliqué. Il faudrait voir comment tout ce qui a été la discussion européenne, elle va vraiment, parce que on fera un duo politique en 19 sous les 750 milliards d'esclavage qui nous font passer à 50 000 euros de dette. Ça, c'est un autre chapitre. Ça sera l'objet d'une nouvelle émission. Walid, un mot de conclusion pour nos téléspectateurs, le plus emblématique. Je vais essayer de parler pour eux tous et vraiment merci beaucoup pour ce que tu leur apportes, Carlo, parce que je vois dans les commentaires que tu leur apportes beaucoup, positif ou négatif. Très émouvant. Et merci pour tout ce que tu fais, Carlo. Vraiment, merci je parle en leur nom. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, chers amis, merci Walid, merci Ricardo Mero, coprésident de Réaction 19, d'avoir été là. On prie au pied levé sur ce duo politique. On a écarté Audrey Pronesti qui nous a laissé la place. Quand José, c'est un remerciement gros comme ça parce que je t'adore. J'adore même la sonorité de tes paroles est aussi grande que la qualité de tes pensées et aussi de ce que tu exprimes. Donc, je le dis avec beaucoup de sincérité. Je tiens vraiment à vous remercier. Réaction 19, Web TV, le duo politique sur Cap Web TV, qui est une chaîne du groupe Cap Web TV, avec Network Sport et Network Foot. Vous savez que j'en parle. Ce ne sont pas des chaînes à moi. Ce sont des chaînes qui sont animées par des groupes de jeunes qui ont envie de réussir. Et je les aime et je les supporte. C'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous à Cap Web TV, abonnez-vous à Network Foot et Network Sport, parce que donner la chance à des jeunes de réussir dans la vie à travers du bénévolat, à se préparer lors des émissions, je vais vous dire, c'est un cœur comme ça. Walid, c'est un jeune homme qui aussi, voilà, qui représente cette jeunesse, qui se bat, qui se donne, et moi, je les aime, et c'est pour ça que chaque fois que je peux donner la possibilité à quelqu'un d'aller de l'avant, je le fais. Merci encore d'avoir suivi, et puis je remercie Yanis, qui est comme toujours un magnifique réalisateur. Merci encore, je vous aime, et continuez de nous suivre. On a quelques problèmes de mail, de site, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est vrai que peut-être, depuis les 100 000 vues, ça fait un peu peur, peut-être même plus, parce qu'on est maintenant, les 100 000 c'est rien, c'est 150 000, on a eu d'autres chaînes, donc on est à 200, 300, 400 000 vues au global, donc ça fait beaucoup, et je sais que tout ceci, naturellement, peut générer des réactions. Merci encore, merci, à la semaine prochaine, pour Cap Web TV, à la même heure, 15h le jeudi, et pour Network Foot, Network Sport, 17h, 18h tous les jours, en direct sur les chaînes de Network Sport. Merci encore.